Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau point presse du ministère des Armées. Donc je commencerai avec la présentation des agendas de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Mirallès, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. Nous ferons ensuite un point sur les actualités du ministère et notre focus thématique se découpe cette semaine en deux volets. D'abord, le général de corps d'armée Benoît Durieux, président de l'Académie de défense de l'école militaire, l'Acadème, nous parlera du Paris Defense and Strategy Forum. Cet événement inédit d'envergure internationale se consacrera au thème de l'Europe à la croisée des chemins. Ensuite, à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, nous recevons Sandrine Martinet, parajudocate, qui nous livrera son témoignage en tant qu'athlète de haut niveau de la défense et civil de la défense, qui est membre donc de l'armée de champions. Enfin, le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées, nous fera un point sur les opérations militaires françaises. Donc je commence avec l'agenda de Sébastien Lecornu. Cette semaine, le ministre des Armées a poursuivi le travail de fond engagé sur le soutien à l'Ukraine. Mardi, il s'est rendu à Prague aux côtés du président de la République. Et ce déplacement a été l'occasion de signer le plan d'action du partenariat stratégique bilatéral 2024-2028 qui comprend un pilier robuste en matière de sécurité et de défense. Le président a aussi confirmé la participation de la France à la plateforme d'achat de munitions non européennes mise en place par la République tchèque au profit de l'Ukraine. Aujourd'hui, Sébastien Lecornu participe au déjeuner organisé par le président de la République avec leurs homologues de Moldavie. La lettre d'intention signée à cette occasion complète celle des ministres le 25 septembre 2023 pour renforcer la coopération bilatérale, notamment en matière de dialogue de défense, de formation de personnel militaire et de renseignement. Cet après-midi, Sébastien Lecornu présidera avec le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, une visioconférence sécurisée. Elle réunira plusieurs de leurs homologues pour poursuivre les axes d'efforts lancés lors de la conférence de soutien à l'Ukraine le 26 février dernier. Par ailleurs, mercredi, le ministre a accueilli à Paris son homologue irakien pour renforcer les liens bilatéraux de défense et explorer de nouvelles pistes de coopération. Enfin, vendredi, le ministre se rendra à l'école polytechnique pour présenter la stratégie ministérielle en matière d'intelligence artificielle qui constitue un enjeu structurant pour les armées et joue un rôle en matière d'économie de guerre. S'agissant de Patricia Mirallès, mardi, la secrétaire d'État a renouvelé pour 6 ans la convention cadre avec le Muséum national d'histoire naturelle. Cette convention vise à préserver la biodiversité sur les emprises du ministère et c'est un exemple concret de l'engagement du ministère, premier propriétaire foncier public dans ce domaine. La loi de programmation militaire 2024-2030 y consacre justement 9,5 millions d'euros. Pour reprendre les mots de la secrétaire d'État, l'environnement est l'affaire de tous et le ministère apporte sa contribution dans ce grand chantier qui est la planification écologique. Aujourd'hui, la secrétaire d'État reçoit la mission du 80e anniversaire de la libération de la France, du débarquement et de la victoire. Et demain, la secrétaire d'État se rendra au service historique de la Défense où se tient actuellement l'exposition sur les femmes combattantes. Elle y ouvrira le colloque sur l'engagement combattant des femmes à l'époque contemporaine. Et ce déplacement sera également l'occasion de lancer le livret des femmes combattantes que je vous invite à découvrir dès demain. Enfin, lundi 11 mars, elle participera aux côtés du Premier ministre aux cérémonies d'hommage aux victimes du terrorisme à Arras. Elle participera ensuite à la cérémonie de ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe. Et j'en profite pour vous signaler que le bleuet de France se porte dès le 11 mars. Et je vous invite donc à tous le porter. Je passe maintenant aux actualités du ministère. Et je commence par l'escale à Fort-de-France du sous-marin nucléaire d'attaque du Gué-Trouin. Du 3 au 9 mars, ce sous-marin, le deuxième de type Suffren, est en escale à Fort-de-France accosté au quai des Tourelles au sein du grand port maritime de la Martinique. Cette escale s'inscrit dans le cadre des différentes phases d'essai à la mer du sous-marin et elle permet aux équipages d'acquérir la maîtrise des différents domaines de lutte en développant
de nouvelles tactiques, en appréhendant de nouveaux usages et en éprouvant le bâtiment dans des conditions d'emploi variées. Je continue avec l'exercice interministériel Coubertin-LAD 2. Cet exercice, piloté par l'armée de l'air et de l'espace, se tiendra du 11 au 15 mars sur plusieurs sites, dont la base aérienne 107 de Villacoublay. Vous le savez, l'armée de l'air et de l'espace déploiera un ensemble de dispositifs particuliers pour assurer la sûreté aérienne des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Et l'exercice Coubertin-LAD 2 marque le dernier palier de préparation pour le JOP en matière de lutte contre les drones malveillants. Son objectif est clair: uniformisation des procédures, intégration des moyens et coordination de l'action. Son ampleur est inédite et tous les acteurs du domaine, armée de l'air et de l'espace, gendarmerie, police nationale et industriels, seront mobilisés. Une dizaine de systèmes lourds et plusieurs dizaines d'équipes légères seront déployées à cette occasion. Une séquence dédiée à la presse sera organisée le jeudi 14 mars et n'hésitez pas à vous inscrire et à venir nombreux. Je poursuis sur cette thématique opérationnelle avec l'exercice international Capstone 4. Du 10 au 20 mars, un détachement de l'armée de terre de près de 200 militaires sera déployé aux États-Unis au Centre d'entraînement national de l'armée de terre américaine à Fort Irwin. Sous le commandement de la force d'expérimentation du combat, Scorpion, ce détachement participera à une campagne permettant de tester l'intégration de nouvelles technologies comme les drones, les radars ou d'autres capteurs au service des chaînes de commandement du combat rapproché et du combat dans la profondeur. Les 3 premières éditions de l'exercice ont réuni les Five Eyes, alliance réunissant l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et pour la 4e édition de cet exercice, au cœur de la modernisation de l'armée de terre américaine, les États-Unis ont invité la France et le Japon. Dans un contexte géopolitique durci, cette coopération est à saluer. Elle permettra de renforcer l'interopérabilité franco-américaine et plus largement interalliée. Toujours en lien avec l'armée de terre, je passe maintenant au projet des volontaires découvertes de l'armée de terre, ou VEDAT. Au cours de l'été 2024, l'armée de terre va mettre en place une nouvelle forme d'engagement. Recrutés sous statut militaire, une centaine de jeunes s'engageront pendant une durée de 4 mois, de fin mai à fin septembre, afin de découvrir l'armée de terre. Cet engagement rémunéré se fera en 2 temps. Dans un premier temps, les jeunes suivront pendant 1 mois une formation militaire initiale, spécifiquement adaptée aux missions qu'ils occuperont. Ils seront ensuite déployés pendant 3 mois environ en région parisienne pour effectuer des missions variées et essentiellement dans le cadre des JOP. Ces volontaires pourront, par exemple, contribuer à la sécurisation des sites militaires, participer aux cérémonies officielles comme le défilé du 14 juillet ou la remise des médailles olympiques, et voire concourir au dispositif Sentinelle. Après cet engagement, ces volontaires, s'ils le souhaitent, pourront intégrer la réserve ou l'armée d'active sous couvert d'un complément de formation. La campagne de recrutement est en cours, elle a débuté en février et se poursuivra jusqu'en avril. Enfin, je vous signale la tenue cet après-midi du colloque international sur la mixité dans les armées françaises et alliées, Regards croisés, à la veille de la Journée internationale des droits de la femme. L'objectif de ce colloque est simple, mais fondamental. Partager les expériences et les bonnes pratiques pour encourager la mixité dans les armées françaises et alliées. Cela permettra notamment d'enrichir le nouveau plan mixité 2024 du ministère. Et le colloque, placé sous le haut patronage de Sébastien Lecornu, réunira de hautes autorités du ministère et plusieurs experts internationaux. Le général d'armée Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées, ouvrira cette rencontre en livrant sa vision sur les enjeux opérationnels. Ce sera aussi l'occasion pour le représentant du CEMA allemand de transmettre à la France le flambeau du programme de formation d'officiers féminins European Orientation on Global Security. Est-ce que vous avez éventuellement des questions en salle? Marina, je vous écoute. Attendez. Oui, bonjour. Est-ce que je peux juste vous demander de vous présenter? Marina de Russet de l'agence France Presse.
Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur la réunion de cet après-midi? Qui sera là? Quel ministre? À quelle heure c'est? Est-ce qu'il y a une communication à la sortie? Sur quel sujet ils vont travailler? Alors, c'est cet après-midi, c'est une visioconférence sécurisée. Il y a plusieurs, j'ai pas l'organisation est encore en construction hier soir, mais j'essaierai de revenir vers vous après la conférence avec plus de précision si je peux en obtenir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je passe au focus thématique et nous commençons avec le Paris Defense and Strategy Forum. L'Acadème, créé le 26 octobre dernier, organise les 13 et 14 mars prochains la première édition de ce forum stratégique international centré sur l'Europe. L'ambition est haute, les attentes sont fortes. Permettre à la pensée stratégique française et européenne de contribuer de manière efficace au débat de sécurité et de défense. C'est précisément pour en parler que le général de corps d'armée, Benoît Durieux, président de l'Acadème, nous rejoint aujourd'hui. Général, c'est à vous. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Bonjour à tous. Je voudrais effectivement vous dire quelques mots sur ce forum. Aujourd'hui, chacun l'a en tête, je crois. Ça fait plus de 2 ans que la Russie a agressé l'Ukraine. Ça fait un peu moins de 6 mois que le Hamas a attaqué Israël. Et non seulement le monde d'avant, le 24 février 2022 n'est plus, mais je crois que le monde du printemps 2022, celui où nous pouvions peut-être considérer que ce serait qu'un mauvais moment, vite oublié, n'est plus non plus. La Russie apparaît objectivement comme un péril pour l'Europe, et ça survient dans un monde où les repères se brouillent. Le brouillage des repères, ce sont les déclarations de Donald Trump. C'est la conséquence des moyens nouveaux de l'intelligence artificielle pour la désinformation. C'est un monde où de nombreux pays trouvent normal de ne pas condamner l'agression russe. C'est un monde où la violence politique se banalise, les attaques du Hamas, mais aussi les nuages en mer de Chine, les attaques cyber. Alors, face à cette situation, je crois que tout le monde partage cette opinion. L'Europe, les pays européens doivent agir, et ça a été le sens des propos du président de la République il y a quelques jours. Agir, c'est agir ensemble, et c'est décider ensemble. Et ces décisions, elles doivent se nourrir de nos réflexions et de nos débats. Et je crois que nous ne ferons rien, chacun d'entre nous, chacun d'entre nos pays, sans avoir compris les préoccupations de nos partenaires, de nos alliés dans les domaines politiques, militaires, économiques. Ça a été l'objet de la création de l'Académie de défense de l'école militaire, créée le 26 octobre dernier sous la présidence de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. C'est l'objet de ce débat dynamisé par cette fédération de 23 désormais organismes de recherche, de réflexion, de formation sur le site de l'école militaire qui veulent aussi contribuer au débat européen, voire le dynamiser. Et c'est ça l'objet du Paris Defense and Strategy Forum que nous organisons les 13 et 14 mars prochains à l'école militaire. Alors, le thème, vous l'avez rappelé, Madame la Directrice, c'est celui de l'Europe à la croisée des chemins. Et nous voulons, à travers ce forum, contribuer à une vision de l'Europe que la France porte, une vision de l'Europe ambitieuse, la vision d'une Europe qui est un acteur stratégique mondial, une Europe qui s'intéresse bien sûr à l'Ukraine, qui est sans doute au premier rang de nos préoccupations, mais aussi une Europe qui s'intéresse à la Méditerranée, une Europe qui s'intéresse à l'Afrique, une Europe qui s'intéresse aux régions indo-pacifiques, et cela dans tout le spectre des grands sujets de la défense nationale, les sujets militaires bien sûr, mais aussi les questions économiques, industrielles, numériques, informationnelles. C'est la raison pour laquelle, durant ce forum, nous allons parler du contexte stratégique. Je crois que nous devons avoir une analyse partagée de ce contexte, des principales questions de stratégie. Que faire? Quel type d'action conduire dans chacun des domaines pour obtenir des objectifs politiques
Et puis de l'avenir aussi de l'architecture de défense et de sécurité européenne. Que se passera-t-il après la guerre en Ukraine? Tous ces sujets, il faut que nous en parlions ensemble. Alors, ce forum, c'est quoi exactement? Ce forum, nous l'avions imaginé assez tardivement pour un forum de ce type, à vrai dire. Nous avons commencé à y travailler au mois de novembre. De manière relativement ambitieuse, nous voulions faire un forum international, mais une ambition qui, au départ, était assez mesurée. Et en fait, on a très vite constaté qu'il répondait à un vrai besoin. Il y a eu un engouement auquel nous ne nous attendions pas, en réalité, en Europe, mais aussi au-delà de l'Europe, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, en Asie, des appels de toute l'Europe, de toutes les ambassades européennes à Paris qui nous ont demandé d'inviter des responsables de leur pays. Je crois que ce sera en réalité le plus important, l'événement le plus important organisé sur ces thématiques à Paris depuis très longtemps et certainement l'événement le plus important organisé à l'école militaire dans toute son histoire récente. En constatant ce succès, comment ne pas penser à cette idée de Victor Hugo qui dit « Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue ». Et je crois que l'heure de ce forum était véritablement venue. Alors, plus concrètement, ce forum, ce sera à l'école militaire sur 2 jours, 63 événements, des tables rondes, des conférences, des masterclass, des ateliers qui seront organisés dans 4 amphithéâtres et 5 salles de conférences armées simultanément. Ce sera des occasions de rencontres dès mardi soir à l'occasion d'une icebreaker en bon français, d'une soirée de gala le mercredi soir autour d'une reprise du Cadre noir de Saumur et de la garde républicaine, parce que quand on parle défense nationale, le patrimoine, c'est également extrêmement important. Ce seront 215 intervenants, parmi lesquels, bien sûr, tous les grands responsables français de la défense, qu'il s'agisse naturellement du ministre des Armées qui ouvrira ce forum, mais aussi du CEMA, des chefs d'état-major, du DGA, du directeur général de la gendarmerie nationale et des grands patrons de l'industrie de défense. Ce seront par exemple 5 présidents de commissions de la défense de pays européens qui seront rassemblés autour de Thomas Gassillou, le président français, le président de la commission de la défense et des forces et de l'Assemblée nationale, et puis de nombreux officiers généraux de l'OTAN, de l'UE, des universitaires, d'autres parlementaires, de très nombreuses délégations en provenance d'Ukraine, de Pologne, de Roumanie et de nombreux autres pays européens, plus de 80 diplomates étrangers, 80 attachés de défense, 22 dirigeants d'entreprises de la BITD, plus de 2500 visiteurs inscrits. C'était uniquement sur invitation, donc c'est 2500 personnes qui ont accepté cette invitation. Il y aura également un salon du livre. On mettra en évidence, qui sera l'occasion de promouvoir des auteurs français dans le domaine de la stratégie, un showroom, des rencontres avec les auteurs, etc. Également un certain nombre d'événements ou une sorte de chaîne YouTube qui diffusera pendant les 2 jours des interviews d'un grand nombre de participants et d'intervenants. Voilà, alors nous aurons l'occasion d'accueillir de très nombreux journalistes. Je crois que plus de 60 journalistes, et encore c'était le chiffre d'il y a 3 jours, sont aujourd'hui inscrits. Nous accueillerons bien sûr tous les journalistes qui voudront suivre cet événement. Je les invite à prendre contact avec Alexia Graff, la directrice de la communication du forum, qui est au premier rang et dont vous avez sur l'écran les coordonnées. Voilà, je serai évidemment très heureux d'accueillir vous tous aussi ici qui représentez les services de communication du ministère ou d'autres institutions, et je me tiens naturellement prêt à répondre à vos questions.
Harold Iman, CNews. Est-ce que la conférence va se dérouler en anglais aussi? Est-ce qu'il y a une trad simultanée? Oui, tous les événements tous les grands événements seront en anglais ou en français, mais de toute façon avec traduction simultanée. Et est-ce que c'est sur le modèle de Munich, c'est-à-dire que présentation puis question dans la salle? Absolument. Il y aura dans toutes les conférences et tables rondes, il y aura un temps de présentation, de débat éventuellement entre les panélistes et puis d'échange avec la salle. Oui, pour rebondir sur la question de mon confrère, est-ce que vous vous comparez à d'autres forums en Europe ou dans le monde? Est-ce que vous allez publier quelque chose après? Est-ce qu'il y aura une publication après? Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'ateliers? Enfin, vous avez mentionné 68, je ne sais plus, 38 ateliers. Est-ce que vous pouvez nous donner des idées d'ateliers? Oui, absolument. Oui, alors, assez clairement, cette conférence, elle s'inscrit, et c'est comme ça qu'on en a choisi la date d'ailleurs, elle s'inscrit dans un panorama qui est aujourd'hui marqué par la présence de la conférence de sécurité de Munich, de la conférence de sécurité de Varsovie, du Resina Dialogue en Inde, du Manama Dialogue aux EAU, du Shangri-La Dialogue, etc. Là, c'est une première édition, mais ce qui nous est apparu absolument évident, c'est que ces grandes conférences sont indispensables et que le pays qui reçoit, et là en l'occurrence c'est à la fois la France, mais je pense plus largement l'Europe, ont l'occasion, à travers ces conférences, d'expliquer leur position, de promouvoir leur position, d'utiliser une ligne éditoriale qui correspond aux préoccupations que nous souhaitons voir venir dans le débat stratégique. Et de ce point de vue-là, ça se compare à ces grandes conférences. Évidemment, la conférence de sécurité de Munich, elle a 60 ans d'existence et donc elle a un petit peu d'antériorité. Votre deuxième question, c'était... Pardon ? Oui, pardon. Il y aura alors d'abord en différé la totalité, je crois, hein, des événements, des tables rondes, des conférences seront disponibles sur une chaîne en vidéo, en différé. Et puis, nous ne pourrons pas publier des actes pour plus de 63 conférences. Je crois que ce serait à la fois impossible et peut-être... en réalité un peu massif. En revanche, nous allons publier des textes qui tenteront de faire, non pas la synthèse, mais de rendre compte de l'ambiance des principales déclarations clés, des principales conclusions qui se dégagent du forum. Et dans ce type de forum, pour ceux qui y ont participé, on sent très bien qu'il y a effectivement une tendance générale qui se dégage assez facilement par-delà l'extrême variété des participants. Alors, quelques exemples de conférences ou de tables rondes. Je vous l'ai dit, d'abord, on a défini 3 grandes trames, 3 grandes thématiques. La première, c'est celle de l'analyse du contexte stratégique. Et sur ces grandes thématiques, nous aurons des thématiques sur par exemple, évidemment sur les grandes leçons de la guerre en Ukraine, à travers des spécialistes français, le CICDE, mais aussi des partenaires européens. Il y aura une table ronde sur la Méditerranée, une table ronde sur l'Indo-Pacifique, une table ronde sur les questions africaines, par exemple. Donc tout ça, sur la nouvelle situation en mer Baltique, tout ça, c'est sur l'analyse du contexte stratégique. Ensuite, il y aura des tables rondes sur les questions plus largement de stratégie. Des questions plus militaires liées au modèle de force. Le chef d'état-major de l'armée de terre
s'entretiendra avec son homologue belge, notamment autour de la problématique ou des perspectives ouvertes par le projet CAMO de coopération dans le domaine des blindés. Le chef d'état-major de l'armée de l'air nous fera part de ses visions sur les questions liées à la troisième dimension. Le chef d'état-major de la marine s'exprimera également là-dessus. Il y aura un grand nombre de tables rondes sur les questions de désinformation, de narratifs des États autoritaires. Il y aura des questions sur une dimension absolument fondamentale qui a émergé récemment, c'est celle des ressources humaines pour les institutions militaires et plus largement les institutions de sécurité. Ce sera ouvert par Amélie de Montchalin. Jean-Yves Le Drian nous fera part de sa vision de l'Europe dans le contexte géopolitique actuel. Donc ça, c'est tout ce qui concerne un peu les stratégies à mettre en œuvre. Et puis, il y aura également une troisième trame qui a trait davantage à l'avenir des architectures de sécurité. Alors, évidemment, on parlera des relations OTAN-UE. Il y aura notamment, puisque on vient de le dire, demain, c'est la journée de la femme. Là, un petit peu en différé, il y aura une table ronde sur les relations transatlantiques co-organisée avec l'association WIS, Women in International Studies. Il y aura 2 tables rondes animées chacune par une de nos 2 commissions parlementaires, la commission de la défense de l'Assemblée nationale, j'en ai parlé avec Thomas Gassilou et plusieurs présidents de commission européens, et puis une table ronde sur la question centrale des munitions, organisée en tout cas par Cédric Perrin, le président de la commission de la défense et des affaires étrangères au Sénat. Il y aura des questions sur également, donc nous parlerons des rapports entre les parlements et les sociétés et les questions stratégiques. Nathalie Pouzirev, qui est une parlementaire, a invité plusieurs de ses homologues de plusieurs parlements européens, notamment ukrainiens, pour s'exprimer. Il y a la porte-parole du ministre de la Défense ukrainien qui va venir s'exprimer dans une conférence. Voilà, donc il y a 63 événements, je ne vais pas les citer tous, mais c'est vraiment un événement inédit, ça s'annonce passionnant et à vrai dire, on est vraiment maintenant obligé de refuser des propositions d'intervention qui dépasseraient les capacités logistiques du forum. Voilà, et puis le forum sera conclu par le général Burkhardt, le chef d'état-major des armées. Et je vais maintenant accueillir notre deuxième intervenant, qui est d'ailleurs une intervenante au parcours particulièrement inspirant. Quelques mois avant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, le ministère a souhaité mettre à l'honneur une athlète de la Défense, membre de l'armée de champions. Et quelle athlète! J'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Martinet, athlète parajudo, médaillée d'or à Rio en 2016 et médaillée d'argent à Tokyo en 2020. Chère Sandrine, merci beaucoup d'être avec nous et d'être venue spécialement pour partager votre témoignage. J'imagine combien ces mois qui précèdent les Jeux paralympiques doivent être intenses et exigeants. Pourriez-vous revenir un petit peu sur votre parcours et surtout, où en êtes-vous de votre préparation ? Merci Madame la Directrice, bonjour à tous. Eh bien, pour revenir sur mon parcours, je vais tout d'abord vous parler de mon handicap brièvement. Donc, je suis malvoyante. C'est une maladie génétique qui m'a atteint dès la naissance, qui s'appelle l'achromatopsie. Ça entraîne 3 choses. Principalement la non-vision des couleurs, donc je ne sais pas ce que c'est du bleu, du vert, du marron, du noir, j'en ai aucune idée, je vois juste des différences de contraste. Ensuite, j'ai une diminution très importante de l'acuité visuelle et enfin une sensibilité à la lumière, d'où les lunettes de soleil que vous verrez régulièrement porter. Ensuite, j'ai commencé le judo à l'âge de 9 ans. J'adorais les sports de balle, notamment le foot. Mais c'était très compliqué visuellement pour moi. Et mes frères, en fait, en faisant du judo au lycée, m'ont donné l'envie et l'idée d'aller pratiquer un sport de combat, un sport de contact.
Et c'est vrai qu'à partir du moment où je suis sur un tatami et que je peux attraper le kimono de l'adversaire, eh bien je peux pratiquer ce sport comme n'importe quel autre enfant à l'époque. Et c'est vrai que c'est un sport qui nous permet une intégration, que ce soit au sein des clubs, après des pôles espoirs, des pôles France et de l'INSEP, possible facilement. Voilà, on part juste avec les mains sur le kimono et pas à distance, et on peut pratiquer et performer au plus haut niveau. Ensuite, j'ai aussi choisi ce sport pour ses valeurs. Voilà, les sports de combat, le côté le code moral. Voilà, après, c'est l'adulte d'aujourd'hui qui vous explique ça, mais je pense que la petite fille que j'étais connaissait ce code moral du judo et se disait qu'à travers ce sport, ça serait sans doute mieux accepté, moins moqué par ses petits camarades, et que voilà, je pourrais m'épanouir plus facilement dans ce sport-là. Ensuite, donc j'ai d'abord fait du valide, donc j'ai combattu en valide jusqu'à mes 20 ans, globalement, où à 20 ans, après un échec, on va dire, scolaire dans mes études supérieures à la fac, je me retrouve à redoubler mon année de doc de bio, et ayant peu d'heures de cours, je me suis dit, pourquoi pas, maintenant que tu as ton diplôme en poche, ton bac, pardon, en poche, d'aller tester et de faire mes premiers championnats de France de para-judo. Donc je fais mes premiers championnats de France et je suis sélectionnée en équipe de France pour les premiers stages et puis pour mes premiers championnats du monde. Et c'est une année, cette année, donc l'année 2002, qui est charnière parce que voilà, j'entre en équipe de France, mais parallèlement à ça, je rencontre un de mes partenaires d'entraînement, un des membres de l'équipe de France, et qui m'explique qu'en fait, il est en études de kiné. Et donc, je découvre qu'il y a des écoles spécialisées pour les déficients visuels qui proposent cette formation de kiné. Et moi, en fait, je n'avais pas cette information. Donc, j'ai fait toutes les démarches à ce moment-là pour avoir ma reconnaissance de mon handicap et ma reconnaissance de travailleur handicapé pour faire ces études et pouvoir faire ce métier passionnant que j'adore. Et enfin, cette année est aussi hyper importante pour moi parce que je rencontre un autre judoka qui est devenu l'homme de ma vie, qui s'avère être militaire aussi. Et vraiment, ça a changé ma vie cette année 2002. Et l'objectif, quand je suis entrée en équipe de France, on m'a dit, pour la première fois, à Athènes, pour les Jeux paralympiques, il va y avoir donc les féminines qui vont pouvoir combattre. Donc quand je suis arrivée en 2002, j'avais cet objectif d'aller faire les premiers Jeux paralympiques à Athènes pour les féminines en para-judo. Donc ça a été assez motivant, forcément. Et donc ma carrière démarre et donc j'ai eu la chance, la joie et après un dur travail d'obtenir plusieurs médailles aux Jeux paralympiques. Donc à Athènes, j'ai fait médaille d'argent. À Pékin, j'ai fait aussi médaille d'argent. À Londres, j'espérais bien aller décrocher la médaille d'or qui manquait à mon palmarès, étant championne du monde et championne d'Europe. Mais malheureusement, je me fracture la cheville en demi-finale. Et donc, je ne lâche rien et je ne reste pas sur ce que moi j'ai vécu comme un échec. Et je vais enfin chercher l'or à Rio avec le bonheur d'avoir mon fils dans les gradins. Donc, sachant que j'ai 2 enfants, donc mon grand qui est né donc en 2010 et une petite fille qui est arrivée en 2014. Et ensuite, après Rio, je décide de continuer pour aller chercher une médaille au pays du judo à Tokyo. Et je décroche une nouvelle médaille d'argent. Et j'ai eu aussi l'immense honneur et la fierté d'être porte-drapeau de la délégation française donc pour ces Jeux de Tokyo. Et là, donc, je suis en préparation pour mes 6e Jeux paralympiques. J'ai été présélectionnée par ma fédération pour ces Jeux. J'attends la sélection officielle après qui arrivera normalement au mois de juin, juillet, donc après la commission du CPSF. Et comment le ministère des Armées s'inscrit dans votre parcours ? Alors, ça s'inscrit dans le cadre donc, de ce partenariat, de ce contrat avec l'armée de champions au sein du bataillon de Joinville. Pour moi, ça a été quelque chose qui a changé complètement mon entraînement. En fait, je ne devais pas à la base continuer et aller sur Paris parce que entre ma vie familiale, mon métier de kiné en libéral et l'exigence du haut niveau à l'international qui ne cesse d'augmenter d'année en année,
ça devenait complètement incompatible avec un métier kiné en libéral qui exige de revoir régulièrement et de suivre sa patientèle régulièrement. Si vous travaillez à mi-temps pour être remplacé, c'est très compliqué. Donc en fait, ça devenait impossible de se projeter sur Paris pour ces raisons-là. Et le fait de pouvoir obtenir ce contrat et d'être agent sur contrat pour le ministère de la Défense, ça m'a vraiment permis de pouvoir me projeter finalement sur ces Jeux de Paris 2024. Et pour moi, ça a beaucoup de sens, ce partenariat, parce que déjà, je suis femme de militaire, parce que les valeurs entre l'armée et le sport sont énormément de valeurs communes, le dépassement de soi, la stratégie, la fraternité, la discipline, enfin je peux en citer un certain nombre. Donc c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et puis cette envie aussi de valoriser le lien entre notre armée et la nation. Donc c'est des choses qui me parlaient, qui me tenaient à cœur et du coup qui donnaient énormément de sens à tout ça. Et avez-vous un projet qui vous tient particulièrement à cœur ? Alors j'ai plusieurs projets, outre aller décrocher une nouvelle médaille aux Jeux paralympiques à Paris, c'est de continuer de faire ce que j'aime et ce qui me tient à cœur, donc développer plein de choses par rapport à la sensibilisation sur le handicap, par rapport au sport féminin, par rapport à la jeunesse. Dans ma profession aussi, une fois que ma carrière s'est arrêtée, j'aimerais pouvoir donc retrouver mon métier de kiné en libéral, mais aussi un peu plus tard accompagner en tant que kiné une équipe de France et revivre les Jeux olympiques ou paralympiques en tant que kiné. Et donc de continuer et d'apporter toute mon expérience aux athlètes qui seront sous mes soins. Et aussi, par rapport au sport féminin, là, je viens d'intégrer la cellule opérationnelle d'accompagnement des sportifs de haut niveau à la maternité. Donc voilà, essayer de mieux accompagner les femmes qui peuvent être sportives de haut niveau et mères. Je l'ai fait il y a quelques années, je le fais toujours. C'est très compliqué, ça demande beaucoup d'organisation et il y a énormément de choses et d'accompagnement qui peuvent être vraiment mis en lien pour aider les athlètes à gérer ce projet, avoir envisagé ce projet et accompagner les athlètes et les fédérations pour que tout se passe bien et que l'environnement de l'athlète soit dédié à la performance. Je vais arrêter de poser des questions et laisser l'opportunité justement à mesdames et messieurs les journalistes de poser des questions si vous le souhaitez. Peut-être des questions en audio, mais vous avez un parcours tellement inspirant que tout le monde en a le souffle coupé. Merci beaucoup, en tout cas, chère Sandrine. Et merci on vous souhaite de revenir, de rapporter la médaille d'or cette année encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous passons maintenant avec le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées, sur le point sur les opérations françaises. J'espère être aussi passionnant, Madame la directrice. Ça va être difficile. Quoique... on commence par le théâtre européen, ce qui fait un lien direct avec la présentation du général Durieux, où vous savez que les armées françaises sont pleinement engagées dans le renforcement de l'OTAN, sur le flanc Est notamment. Elles contribuent activement aux missions de rassurance de l'Alliance, avec des moyens adaptés et réactifs. Et je commence par la Roumanie, où, au sein de la mission Aigle, du 27 février au 1er mars, les militaires français et roumains de la compagnie d'infanterie du bataillon multinational se sont entraînés au combat en zone urbaine sur le camp de Cincu. Par la suite, 70 fantassins roumains du 30e bataillon de montagne se sont entraînés avec une section d'infanterie mécanisée de la compagnie du bataillon multinational qui est sous commandement français, je vous rappelle. Un exercice d'assaut sous blindage a été ainsi réalisé avec des VBCI, des véhicules blindés de combat d'infanterie français. Ce partenariat permet aux deux alliés d'approfondir leur coopération au profit de la posture défensive et dissuasive de l'Alliance sur son flanc Est. Dans les airs, une mission air shielding au profit de l'OTAN. Depuis le 4 mars, 3 Rafales sont déployés sur la base aérienne de Fetesti en Roumanie, selon un concept de mise en œuvre réactive
avec donc une très faible empreinte au sol, notamment de soutien de ce détachement aérien qui profite aussi du soutien allié, en l'occurrence, et du soutien roumain. Les Rafales ont ainsi participé à des missions d'entraînement de type Close Air Support, d'appui-feu, avec les forces aériennes roumaines ainsi que des pays membres de l'OTAN qui profitaient de qui fournissaient des guidages aériens. Mis en œuvre régulièrement, ce déploiement à la fois léger et très réactif contribue au renforcement de la posture défensive et dissuasive sur le flanc est et permet d'illustrer l'engagement des armées françaises pour la sécurité régionale. Avant de passer à l'exercice Steadfast Defender, vous avez noté aussi qu'il y a une mission d'appréciation de situation en mer Noire mardi. La France est engagée avec ses alliés dans les différentes séquences constituant l'exercice Steadfast Defender et plus particulièrement dans l'exercice Joint Warrior en mer du Nord, Nordic Response en mer Baltique et puis Dragon 24 en Pologne. Pour Joint Warrior, donc en mer de Norvège, et donc je vous rappelle que Steadfast Defender, c'est un méta-exercice, c'est un exercice qui court en gros de fin janvier jusqu'en juin et qui rassemble énormément de différents exercices du nord au sud du flanc est de l'Alliance. Donc, en mer de Norvège, Joint Warrior, un entraînement maritime, multimilieu et multichamp, qui simule la réponse d'une force aéromaritime face à une offensive ennemie. Dans ce cadre, la frégate multimission Normandie a pleinement pris part aux différents scénarios, qu'il s'agisse de défense aérienne, anti-aérienne, du tir contre terre, de la lutte anti-surface ou encore de la défense contre missiles anti-navires. Un SNA, un sous-marin nucléaire d'attaque, a pris également part à l'exercice, ainsi qu'un détachement d'avions de patrouille maritime Atlantique 2. Nordic Response, quant à lui, et donc qui est plus particulièrement en mer Baltique, voit le volet nordique de l'exercice Steadfast Defender avec la participation de 20 000 militaires issus de 13 pays. Dans ce cadre, le 7e bataillon de chasseurs alpins, le 7e bataillon de chasseurs alpins arme le Battle Group, le GTIA, donc Nordic Star, du 22 février jusqu'au 20 mars 2024, en Finlande et en Norvège, et non pas dans la mer Baltique. S'appuyant sur leur expertise du grand froid, ces unités alliées ont la capacité à combattre et à durer dans des conditions extrêmes, et nos chasseurs alpins sont déployés depuis le 1er mars à Masi, en Norvège, où ils se préparent désormais à la prochaine phase de l'exercice, au cours de laquelle ils joueront la force adverse aux côtés des Italiens face à la coalition, afin de rendre l'exercice le plus réaliste possible. Enfin, en Pologne, le groupement tactique interarmes français, placé sous les ordres de la 10e brigade blindée polonaise, a achevé la première phase logistique de l'exercice Dragon 24. Après s'être assuré de sa pleine capacité opérationnelle, le GTIA français, en coordination avec des unités allemandes, polonaises, britanniques, a entrepris une seconde phase de manœuvre pour acheminer ses engins blindés, des chars Leclerc et des VBCI aussi, aux abords de la Vistule. Le lundi 4 mars, la force internationale a franchi par ses propres moyens le fleuve Vistule, en l'occurrence. Et donc les éléments de franchissement de l'avant, les EFA, du génie français, allemand, britannique et polonais ont permis à 50 véhicules blindés appartenant à 9 nations différentes de l'OTAN de franchir l'obstacle majeur du fleuve, large à cet endroit de 320 mètres. La réussite de ces opérations souligne l'efficacité logistique et opérative des forces de l'Alliance et l'intégration réussie dans cet environnement multinational, puisque Dragon 24 implique 10 nations et plus de 20 000 soldats, aussi permettant à l'Alliance de renforcer ses capacités de défense tout en renforçant continuellement l'interopérabilité des unités. Du 5 au 15 mars 2024, et toujours entre la France et la Pologne, plus de 1500 militaires de 9 nations alliées sont déployés dans les camps de Champagne en France et en Pologne au sein du Joint Force Training Center dans le cadre de l'exercice de l'OTAN Loyal Leda 24. C'est l'état-major du Corps de réaction rapide France, le CRR-FR, qui a pris la tête d'un corps d'armée multinationale OTAN composé d'une division française, la première division de Besançon, d'une division multinationale sous commandement italien, la Multinational Division South, et d'une division espagnole, ainsi que d'éléments d'appui et de soutien logistique.
Loyal LEDA est un exercice majeur de certification de la chaîne C2, Command and Control, de l'OTAN, qui simule les défis complexes du champ de bataille moderne. Et l'état-major du CRRFR sera évalué sur ses responsabilités de corps d'armée de combat, Warfighting Corps, et parce qu'au-delà de cet exercice, donc Steadfast Defender, le CRRFR assume une alerte dans ce cadre, une alerte réelle, au profit de l'OTAN pour l'année 2024. En Méditerranée centrale, les armées françaises participent à l'exercice de lutte sous-marine et anti-sous-marine Dynamic Manta, avec encore, là aussi, un SNA, un sous-marin nucléaire d'attaque. Cet exercice, je vous le disais, en liminaire, est intégré au méta-exercice Steadfast Defender, et il a lieu en Méditerranée centrale depuis le 24 février. Cet exercice démontre la capacité de l'OTAN à agréger des capacités du haut du spectre dans un domaine de lutte exigeant au profit de la conduite des opérations de sûreté maritime. Nous passons au Proche et Moyen-Orient, où une frégate multimission, la FREM Languedoc, a effectué une escale à Aqaba en Jordanie jusqu'au 1er mars. Et le 2 mars, après plus de 6 mois en zone des forces françaises déployées aux Émirats arabes unis, la FREM Languedoc a franchi le canal de Suez pour rejoindre son port d'attache à Toulon, après plus de 200 jours de mission au profit de la sûreté maritime de Suez à Ormuz. Et il devrait arriver à Toulon dans pas très longtemps. Je me tourne vers la Marine nationale. Demain. Aujourd'hui. Ça dépend des conditions météo, si j'ai bien compris. Toujours pour les FFEAU, une autre frégate française, bien sûr, continue au profit de l'opération européenne, de l'Union européenne Aspides, qui vise à renforcer la sûreté maritime du canal de Suez au détroit d'Ormuz. Cette frégate a effectué une escale à Salalah, à Oman, avant de reprendre ses patrouilles dans le golfe d'Aden et en mer Rouge. Par ailleurs, l'avion de patrouille maritime Atlantique 2 est de retour à Abu Dhabi. Il effectue des vols au profit de l'opération Agenor, le volet militaire de l'initiative européenne EMASO, European Led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz, et de la Combined Task Force 150, coalition multinationale assurant des missions de surveillance maritime, de lutte contre le terrorisme, la piraterie dans la région. À terre est toujours dans la zone de responsabilité du COM-FFEAU. Depuis le 23 février, le 5e régiment de cuirassiers participe à l'exercice tactique de grande ampleur El Imeimat, organisé annuellement avec les forces terrestres émiriennes. Cet exercice bilatéral s'inscrit dans le cadre d'accords qui lient la France et les Émirats arabes unis. Et cet exercice s'est ouvert par une campagne de tir César. El Imeimat vise à aguerrir les soldats des deux nations et à démontrer la fiabilité des capacités de lutte en haute intensité si nous étions amenés à être engagés dans un environnement désertique, tout en renforçant notre coopération avec le partenaire émirien, bien sûr, et notre interopérabilité. Enfin, je termine le tour des activités de coopération en exercice avec un film qui met en valeur une Partner Nation Integration, c'est-à-dire un vol commun entre des Rafales français et des F-16 irakiens. Aujourd'hui, nous venons de réaliser une mission avec nos amis irakiens qui sont sur F-16. Nous avons réalisé une mission d'environ 1 heure avec eux d'entraînement au combat RR et au combat à vue RR. Au cours de cette mission d'entraînement qui a duré environ 1 heure, on a préparé différents setups. Une première phase où on s'est opposé aux 4 F-16, donc les 2 Rafales contre les 4 F-16 irakiens. On leur présentait des tirs long range de missiles pour les entraîner à une interception à longue distance. Et puis pendant une deuxième phase, nous avons effectué des interceptions à vue, comme on peut l'effectuer à la permanence opérationnelle en France. Tout ça pour pouvoir partager les savoir-faire entre les Français et les Irakiens. Et bien, la mission s'est très bien déroulée, on a eu une très bonne coordination avec le pilote irakien que j'ai pu avoir plusieurs fois au téléphone avant la mission. Et en l'air, ça s'est passé exactement comme on avait pu le briefer.
un exercice terminé. Le 4 mars, 2 Rafales de la base aérienne projetées au Levant ont aussi effectué une mission de personnel recovery pour exercice, de récupération de personnel, avec un hélicoptère UH-1 de la force aérienne irakienne. Un exercice qui permet aux pilotes de se coordonner dans un scénario tactique adapté face à une menace aérienne, démontrant leur capacité à agir et à réagir dans un environnement complexe et interallié. Un focus sur l'aide humanitaire à Gaza. Dans le cadre de son engagement humanitaire au profit des populations civiles touchées par le conflit dans la bande de Gaza, les armées françaises poursuivent leur mission de soutien à la population, intégrée bien évidemment dans des opérations jordaniennes en ce qui concerne ces livraisons par air. Après une première mission début janvier, puis 2 largages successifs les 26 et 27 février, un C-130 français a largué le 5 mars 6 tonnes de fret humanitaire au-dessus de la bande de Gaza, en étroite coordination avec l'armée de l'air royale jordanienne. Ces missions sont systématiquement menées dans un cadre multinational. Ainsi, la mission du 5 mars a été conduite en coordination avec les partenaires américains, jordaniens et égyptiens, et celle du 27 février avec les partenaires jordaniens évidemment, émiratis et également égyptiens. Et donc, ceci contribue d'une part à l'aide humanitaire aux populations civiles et montre l'excellente coordination entre les partenaires qui les réalisent. On passe en Afrique. Dans le golfe de Guinée, accosté à Port-Gentil pour une escale de 4 jours, le patrouilleur de haute mer commandant Bouan a mis à profit son passage dans les eaux gabonaises pour réaliser de nombreuses actions de coopération avec ses partenaires gabonais. À quai, il a accueilli des marins gabonais avec qui l'équipage a pu se perfectionner dans les domaines de plongée, de sécurité, mais également de celui de visite de bâtiment. Dès son appareillage, le bâtiment a poursuivi la coopération au cours d'une patrouille conjointe avec le Mendene, qui est un patrouilleur de la marine gabonaise, en coordination avec l'hélicoptère Fennec de l'armée de l'air et de l'espace et qui est déployé au Gabon. Le commandant Bouan poursuit désormais son déploiement en zone Corymbe pour poursuivre ses actions de partenariat de lutte contre la piraterie et les trafics illicites. Un autre groupe était en zone Corymbe et c'était le groupe Jeanne d'Arc qui a réalisé le 27 février une coopération avec le Cap-Vert en coordination avec l'avion Falcon 50 de la Marine nationale et son hélicoptère Dauphin embarqué. Ils ont ainsi mené une mission de surveillance maritime avant d'accoster à Mindelo. Le groupe que vous avez pu découvrir lors d'un de ces points presse, qui est composé d'un porte-hélicoptère amphibie, de son groupement tactique embarqué, de son groupement d'hélicoptères et d'une frégate légère furtive, a ensuite poursuivi son déploiement vers l'Amérique du Sud en direction de Cayenne. Durant sa patrouille, le groupe Jeanne d'Arc a d'emblée réalisé une première saisie de cocaïne en zone d'opération Corymbe, dont je vous parlais tout à l'heure. Il a été guidé par le Falcon 50 qui avait identifié le voilier suspect et le groupe a intercepté le navire et constaté la présence de près de 900 kg de cocaïne à bord. Cette saisie vient s'ajouter au bilan remarquable des dernières semaines et je crois que c'est à la fin du briefing qu'on verra ce bilan remarquable. En Indo-Pacifique, voilà. Pour les forces armées en Nouvelle-Calédonie, le 29 février, la frégate de surveillance Vendémiaire, avec son détachement de la 34e flottille de l'aviation navale, a appareillé de Nouméa pour sa mission Asie. La frégate de surveillance participera notamment à des missions et des exercices avec les marines partenaires afin de promouvoir la liberté de navigation et le respect du droit international dans cette zone stratégique. Par ailleurs, depuis le 1er mars, les forces armées australiennes ont invité les forces armées en Nouvelle-Calédonie à un Regional Warfighter Exercise, RWFX. Cet exercice a pour objectif d'accroître l'interopérabilité des unités engagées. Dans le cadre de la densification des relations franco-australiennes, une section du régiment d'infanterie de marine du Pacifique, Nouvelle-Calédonie, le RIMAP Nouvelle-Calédonie, a donc renforcé une unité d'infanterie australienne dans le cadre de cet exercice organisé par le CTC, Combat Training Center, à Townsville. Ceci montre une approche commune des enjeux de stabilité de la zone. Enfin, je termine par les Amériques.
dans la zone des forces armées aux Antilles. Lors de la deuxième quinzaine de février, la frégate de surveillance Germinal et le patrouilleur La Combattante ont saisi un total de plus de 8 tonnes de cocaïne dans la zone maritime des Antilles. Les 2 navires de la Marine nationale ont ainsi mené 4 interventions successives en haute mer, au large de la Martinique, et une en mer des Caraïbes. Je pense qu'on peut passer à la diapo suivante de bilan, voilà, et qui fait le lien en fait avec l'opération menée par le groupe Jeanne d'Arc également. Ces opérations, conduites par les forces armées aux Antilles, sous la direction du préfet de la Martinique, délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer, sont le résultat d'une étroite coopération internationale et interministérielle, parce que les informations sont notamment fournies par différents partenaires. Ces saisies records que vous voyez sur cette planche illustrent la détermination de l'État à poursuivre la lutte contre les trafics illicites et perturber les flux criminels. J'ai terminé pour ce tour des opérations. Je suis prêt à répondre à quelques questions, Madame la directrice. Monsieur Kneber. Bonjour, colonel. Les autorités russes ont annoncé que 3 avions militaires français ont été interceptés au-dessus de la mer Rouge. Et d'après la version de Moscou, ces 3 avions militaires auraient fait demi-tour sans violer l'espace aérien russe. Quelle est votre réaction à cela ? Merci. Alors c'est la mission, merci Monsieur Kneber, c'est la mission en mer Noire que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est une mission d'appréciation de situation et cette mission s'est déroulée conformément à la préparation en zone et au-dessus des eaux internationales. Et les avions ont fait la mission qui était prévue. Le ministère de la Défense russe a communiqué sur le décollage d'un de ces avions qui ne s'est pas approché à moins de 40 km de nos avions. Donc les avions ont continué leur mission et sont retournés sur leur terrain de décollage, de destination, une fois qu'ils avaient terminé leur mission. Et c'était en mer Noire, pas en mer Rouge. C'est ça. Merci, Maximilien Nagy de CNews. À propos, alors une actualité qui a déjà une semaine, mais je n'ai pas l'impression d'avoir entendu l'armée française sur le sujet. En l'occurrence, ça concerne la Grande-Bretagne et l'échec du tir de missile d'un sous-marin qui a eu lieu il y a fin janvier, mais on a su l'information la semaine précédente, la semaine dernière. Est-ce que c'est un sujet qui vous inquiète, bien que... et c'est une constante dans les armées, on cherche à rassurer bien sûr les médias et le public pour expliquer que, en réalité, si l'opération avait eu lieu dans des vraies conditions, ça aurait fonctionné. Est-ce que je peux avoir une réaction donc, sur ce qui s'est passé il y a donc, fin janvier au large de la Floride pendant un entraînement d'un sous-marin britannique. Voilà. Pardon, comme ça je résume ma question. Merci. C'est un événement très particulier pour lequel je n'aurai pas de commentaires, malheureusement. Avez-vous d'autres questions ? Oui. Oui, bonjour colonel. Est-ce que vous allez remettre une autre frégate à la place du Languedoc ? Il y a une autre frégate qui est engagée en mer Rouge pour l'opération Aspides. Languedoc ne sera pas remplacé, il n'y aura pas une deuxième frégate dans la région ? Non, pas à ce stade. D'accord. Deuxième question. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les largages d'aide ? Oui. Comment ça se passe concrètement à Gaza, je veux dire ? Et est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y avait à l'intérieur dans ce fret ? À quoi ça correspondait ? Alors, la première, celle qui a eu lieu début janvier 2024, concernait du largage de fret d'assistance médicale au profit d'un hôpital jordanien qui est déployé au sein de la bande vers Khan Younes. Donc ça, c'est la première chose. Alors vous dire, et ceux qui ont lieu depuis fin février et début mars, c'est essentiellement du fret alimentaire pour répondre à la crise alimentaire au sol. Ce matériel, ou en tout cas ce fret, est conditionné et embarqué à bord des avions français pour ce qui
concerne notre partie de l'opération, vous avez bien compris qu'elle est multinationale, qu'elle est menée par les Jordaniens et que eh bien, ce fret est conditionné et embarqué et largué par des opérateurs français, des chefs largueurs et des équipes de largage françaises, avec des équipages français à bord des avions français. Mais c'est coordonné avec l'ensemble du fret humanitaire et alimentaire qui est largué sur la bande côtière de Gaza. Et comment vous pouvez savoir que ça va arriver aux bonnes personnes, au bon endroit? Enfin, j'imagine que... Ah oui, les équipages et les colis sont conditionnés et largués de telle manière que ça atteint l'endroit visé, qui est une bande côtière. Voilà, pour éviter et ça, c'est vraiment une opération qui est décidée comme ceci. Il y a des raisons pour lesquelles ce fret arrive sur la bande côtière de Gaza et conditionné pour remplir cette mission. Et comment est-ce qu'on est sûr que ça arrive au bon endroit, aux bonnes personnes on le voit. On le voit. Et surtout, c'est délivré selon une procédure qui est bien définie, à un point de largage, à un horaire donné, là aussi coordonné à plusieurs avions. Il y avait près d'une dizaine d'avions, 8 avions avant-hier. Donc c'est une séquence, et il y a des techniques de largage qui permettent de, par exemple, pour répondre en anticipation à votre question, de minimiser des dérives éventuelles. Et donc c'est des ouvertures de parachute très bas, très très proches du sol. Suite à la fuite qui a concerné la Luftwaffe, est-ce que ça change quelque chose dans vos relations entre armées, notamment en termes d'échange d'informations avec l'armée allemande ? Ah non, la manière dont nous interagissons avec les armées allemandes, elle continue à se faire. Vous leur faites toujours aussi autant confiance? J'ai pas de commentaire sur le sujet. Nous faisons confiance à nos alliés, évidemment. Merci, Harold Iman. Donc, les Césars aux Émirats... est-ce qu'il y avait déjà des Césars aux Émirats ou est-ce qu'on entraîne des Ukrainiens là-bas? Alors, oui, c'est le 5e cuirassier qui est déployé aux Émirats arabes unis de manière permanente et qui dispose de Césars sur place. Et on n'entraîne pas d'Ukrainiens à cet endroit-là? Non, cet exercice, c'est avec les Émiratis. Concernant l'Australie, le sigle que vous avez donné, que je n'ai pas pu retenir, est-ce que c'est ce qui reste d'arrangements qui ont précédé la rupture du contrat des sous-marins, ou ça c'est de nouvelles choses qu'on met en place dans la nouvelle configuration maintenant qu'il y a AUKUS? Moi je vous parle de relations militaires bilatérales avec les Australiens. Il y a de nombreux exercices que nous continuons de faire et qui ne se sont jamais arrêtés. Je ne vais pas aller sur le volet industriel qui ne nous concerne pas. Je vais vous donner d'autres exemples. On avait l'année dernière, un déploiement aérien conséquent, Pégase, qui a participé à un exercice majeur aérien avec énormément d'avions qui s'appelle Pitch Black, un exercice de force spéciale il y a quelque temps entre des forces spéciales françaises, australiennes, néo-zélandaises. Donc et je pourrais dire la même chose pour la marine. Il y a vraiment la relation militaire se poursuit, et parce que nous avons des intérêts qui sont importants dans la zone et que nous partageons. Nous sommes des nations riveraines et souveraines du Pacifique. Encore 2 points, si je peux abuser. La Roumanie, tous ces exercices, ça vise à protéger la Moldavie. Tous les exercices que je vous ai cités, et depuis le 2022, participent au renforcement de la posture défensive et dissuasive de l'OTAN. Donc nous nous inscrivons, nous sommes un membre de l'Alliance Atlantique, et donc nous nous inscrivons dans le plan d'exercice qui est prévu de longue date. Steadfast Defender, il est planifié depuis plus d'1 an. Donc c'est tout ceci qui se met en place. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cet exercice qui rassemble 90 000 hommes en tout, sur en gros plus d'un trimestre, se met en place conforme à la planification pour
montrer, rassurer et s'inscrire dans les plans de l'OTAN. Et le dernier point, est-ce qu'il y a des opérations de l'Union européenne que vous auriez montrées? Est-ce qu'il y a une... Est-ce que certaines opérations que vous nous avez montrées sont de l'Union européenne comme telle? Il y a des opérations de l'Union européenne dans la zone également. Ah, c'est disjoint, c'est une autre organisation et alors les opérations de l'Union européenne ne sont pas inclus dans Steadfast Defender par exemple, mais évidemment nous avons des troupes engagées dans des opérations de l'Union européenne. Juste une question de détail. Les engins de franchissement de l'Avent qui ont été déployés pour le franchissement de la Vistule, comment ils ont été déployés là-bas? Par voie ferrée ou par porte-chars? Parce que c'est du très gros gabarit. Alors je vais me tourner vers l'armée de terre pour la réponse à cette question. Les EFA qui ont été déployés pour Dragon, voie ferrée, voie routière et les porte-chars. Attendez, on va vous donner un micro. Non. Oui, il me semble que c'est les deux vecteurs, mais on revient vers vous pour vous donner les détails. Voilà. Mais ça faisait, la manœuvre logistique fait partie intégrante de cette opération. Il y a quelques autres questions. Sur la certification concernant l'exercice là, OTAN, vous pouvez nous dire les conséquences concrètes? Oui. En fait, à tour de rôle, les nations se partagent des responsabilités au titre de force d'alerte de l'OTAN, qu'on appelle par exemple la NATO Response Force. L'année dernière, c'était l'armée de l'air qui était aux commandes de cette NATO Response Force, et là, qui n'est pas un exercice, qui est une posture d'alerte permanente où on est censé, où chaque pays membre doit générer, si besoin, une force et placer sous le commandement d'une armée désignée et d'un pays désigné. Donc l'année dernière, c'était l'armée d'air pour la NRF 23 pour l'air. Là, c'est le CRRFR pour la NRF 24 pour la partie terre. Comme ce ne sont pas des exercices, il faut que cette prise de responsabilité soit accompagnée d'une démarche de certification. Vous démontrez que vous êtes apte à prendre cette responsabilité. Et là, vous pouvez utiliser des exercices pour atteindre cette certification. Vous voyez ce que je veux dire? Mais une fois qu'il y aura cette certification, ça a quelles conséquences pour ce corps de réaction rapide? Ils seront envoyés, ils sont susceptibles, quelles conséquences ils sont en alerte. En alerte, c'est-à-dire que si besoin, et ça dure, la NRF, ça a plus de 20 ans, je peux vous le dire, puisque j'en ai fait partie quand j'étais jeune pilote, en tant qu'effecteur, et c'est des modules d'alerte, en fait. D'accord, j'avais compris qu'il y avait quelque chose de plus important derrière. Et sur l'Afrique, c'est important, oui. Parce que il y a toute une séquence d'exercices qui est menée en coordination pour réaliser, par exemple, un exercice d'ampleur qui s'appelle Steadfast Defender, ce qui n'empêche pas l'Alliance d'être engagée dans des plans qui sont, des postures d'alerte qui sont réelles et vis-à-vis de toute éventualité. Une partie exercice, une partie réelle, comme les armées françaises. Sur l'Afrique, c'est perturbant, voire maintenant, il n'y a plus rien au Sahel sur votre carte. Est-ce que vous pouvez me confirmer du coup les chiffres de... Oui. Alors, mais pour revenir sur votre question de début de semaine, on est environ 1 millier au Tchad en ce moment, et vous aviez une question sur la Côte d'Ivoire, me semble-t-il, où nous sommes aux environs de 600, et tout ceci est disponible sur notre site.